Bonjour à tous, chers partisans de hockey junior. Bienvenue aux Quatre Coins, le balado officiel de la LHJMQ qui sera publié sur la page YouTube de la Ligue ainsi que sur Spotify et Apple Podcasts, vos plateformes préférées de balado diffusion. Écrivez, tapez sur votre appareil mobile aux Quatre Coins, trouvez le balado, abonnez-vous, laissez également une mention j'aime si vous écoutez en format vidéo sur YouTube ou encore laissez une note sur Spotify ou Apple Podcasts afin de s'assurer que le balado débute de la bonne façon et qu'il soit rendu disponible au plus de gens possible. Donc, aux Quatre Coins, ouais, c'est le balado officiel de la Ligue. On va parler à des intervenants comme ça chaque 2 semaines, des plus grosses nouvelles à travers le circuit Cecchini. On va également parler à des entraîneurs, des joueurs, des anciens joueurs qui ont fait un passage, qui ont fait vivre la LHJMQ depuis de nombreuses années. Et justement, pour ce premier épisode, on va parler à un des grands joueurs de l'histoire de la LHJMQ. On va parler à un joueur qui a été intronisé au temple de la renommée de la LHJMQ en 2024 et qui est de retour dans l'œil du public depuis quelques années, maintenant qu'il est officiellement analyste à la télévision. Je parle bien sûr d'Alexandre Daigle. Mais avant d'aller parler à Alexandre, on va faire le tour des actualités du circuit cette semaine avec le directeur des communications de la Ligue, Raphaël Doucet. Bon épisode tout le monde! Et pour ce tout premier épisode d'Aux Quatre Coins, il me fait un grand plaisir de recevoir le directeur des communications de la LHJMQ, Raphaël Doucet. Raph, comment ça va? Salut mon Max, content de te retrouver. Moi aussi, pareillement. Pour ceux qui ne savent pas, Raph et moi avons travaillé longtemps ensemble, plus tôt dans nos carrières médiatiques. Très content de te retrouver dans ce format. On va parler ensemble, Raph, dans ce podcast. Toi et moi, tu vas être ici pour plusieurs épisodes. Parler des nouvelles, parler des grosses histoires à travers la LHJMQ. J'ai mentionné dans l'introduction de l'émission de vous abonner à la page de la LHJMQ. Ce balado est publié aux 2 semaines. Si vous êtes anglophone également, n'hésitez pas à écouter également Around the Maritimes, qui est une version anglophone du podcast officiel de la LHJMQ et qui se concentre un petit peu plus sur ce qui se passe pour les équipes des Maritimes. Alors, n'hésitez pas à vraiment, également, si vous êtes capable de bien comprendre l'anglais, d'écouter Around the Maritimes. Puis sinon, si vous êtes un jeune qui est en train d'apprendre l'anglais, c'est une bonne façon d'apprendre l'anglais. Mais Raph, comme ça, donc, on va parler des plus grandes actualités de la LHJMQ. Et pour commencer, à tout seigneur, tout honneur, Justin Poirier qui est en feu. En plus, ça sonne bien de dire qu'il est en feu avec ce splendide uniforme rouge du Drakkar de Bécomo, que je dis comme ça, qui est un de mes préférés de la LHJMQ. Je sais que toi aussi, tu es un fan d'uniforme, fait que j'annonce mes couleurs comme ça. J'adore le chandail du Drakkar de Bécomo. 6 buts en 3 matchs pour Justin Poirier. On connaît ses qualités de buteur. On le sait que s'il était peut-être un petit peu plus grand, il aurait été repêché plus haut au dernier repêchage. Mais je pense que les Hurricanes vont finir par être contents de l'avoir repêché. Ouais, puis j'étais là au repêchage à Vegas cet été quand Justin Poirier a dû attendre quand même jusqu'au 5e tour. Puis t'as vu quand les Hurricanes de la Caroline, Max, ont nommé son nom, oui, il y avait de la joie, oui, il y avait de l'euphorie, mais il y avait surtout un petit peu du soulagement puis un petit peu de déception. Pas d'avoir été choisi par les Hurricanes, mais d'avoir dû attendre aussi longtemps. Puis j'avais hâte de voir Justin Poirier répliquer cette saison parce que l'an dernier, on le sait, 51 buts, est devenu le premier joueur dans la Ligue depuis Sidney Crosby à marquer 50 buts à 17 ans. Puis là, il y a eu un lent départ, Justin Poirier. Un départ peut-être en dessous de ses attentes habituelles, de son talent habituel. Mais là, il est vraiment en feu. Tu l'as dit, 6 buts à ses 3 derniers matchs, 9 points à ses 3 derniers matchs. Il a été élu le joueur de la semaine Vidéotron dans notre ligue. Puis Justin Poirier, le connaissant un petit peu, je savais qu'il allait se servir de ce repêchage-là au 5e tour comme source de motivation pour prouver à toutes les équipes, à 31 équipes de la Ligue nationale qu'ils avaient fait une erreur de l'ignorer. Tu sais, il y a 155 joueurs qui ont été repêchés avant lui. Là, Justin Poirier est rendu à quoi? 36 buts. Est à égalité au premier rang dans notre ligue avec Sam Oliver, le vétéran de 20 ans des Voltigeurs de Drummondville. Est rendu également 2e marqueur dans notre ligue avec 66 points. Donc, Justin Poirier, ça va être un gars vraiment à surveiller d'ici la fin de la saison. Va tenter de terminer non seulement premier buteur, mais également premier pointeur de la ligue.
Ouais, parce que justement, avec cette semaine de fou, surtout, il est rendu à 66 points. Il est à 5 points seulement derrière Fauchon. Et justement, ça, c'est très intéressant pour un gars qui est vu comme un buteur. Puis les attributs de buteur, il les a. On le sait qu'il est capable de remplir le filet. Justement, on parle souvent de la gang de la deuxième année dans la Ligue nationale de hockey. Puis là, il a été repêché. Il vient de marquer, tu l'as dit, à 17 ans, 50 buts. Puis là, des fois, de le refaire une deuxième fois, surtout, pour un jeune, là, quand t'entends le premier depuis Sidney Crosby, tu sais, veut pas, même s'il a été repêché plus tardivement, ça vient que des attentes. Ça vient que les équipes, là, ils t'attendent d'un pied ferme. Peut-être que c'est quelque chose avec quoi il a dû composer. Mais là, tu l'as dit, il est de retour en force. Et surtout, dans l'Est, on va parler du classement un petit peu plus tard, là, mais la course va être extrêmement féroce. J'ai l'impression que les séries vont être extrêmement difficiles. Le Drakkar a besoin d'un Poirier au sommet de son art pour y rester. Mine de rien, la saison avance. Là, pour rentrer en série, ça va prendre un Poirier au sommet de son art. Oui, puis c'est lui vraiment le leader offensif du Drakkar de Bécomo. Tu sais, il y a Mathias Milanowski également qui fait partie des meilleurs pointeurs de la Ligue. Mais tu sais, on a perdu plusieurs morceaux importants du côté du Drakkar de Bécomo. Et là, l'attaque repose principalement entre les mains de Justin Poirier. Puis il répond à l'appel depuis le début de la saison. Puis le Drakkar est impliqué dans une course qui va être très serrée d'ici la fin de la saison. Puis Poirier, tu sais, c'est une preuve, encore une fois, de son caractère. Tu sais, OK, il a été frustré par son repêchage. OK, il sait à quel point il est surveillé cette saison, mais malgré tout ça, il continue de produire et malgré tout ça, il continue d'être un leader autant sur la glace qu'à l'extérieur de la glace pour le Drakkar. On a parlé du fait que l'an dernier, pour lui, c'est son année de repêchage et cette année, on a des attentes. On ne veut pas mettre de pression sur les jeunes joueurs. Là. De toute façon, où ils sont repêchés, eux, ils peuvent faire le travail sur la glace, puis après ça appartient aux équipes. Mais c'est intéressant de voir que 3 des 7 meilleurs marqueurs de la LHJMQ, ce sont des joueurs qui sont disponibles au prochain repêchage. Et ça, c'est toujours le fun à suivre. Évidemment, le nom qui est le plus sur toutes les lèvres, c'est celui de Caleb Desnoyers, mais il n'est pas seul. Il y a Bill Zonon. Que des fois, j'ai envie de dire qu'on oublie. Rouyn-Noranda, c'est dans le nord comme ça. Ça peut être un peu plus lointain pour certains. En même temps, les Huskies, c'est tellement une belle organisation puis une organisation qui a eu du succès. Et Justin Carbonneau. 59 points en 43 matchs pour Carbonneau, 62 en 43 pour Zonon. Si vous avez une chance de regarder Zonon, c'est un gars qui, en plus, il a du papier sablé dans son jeu. Je l'aime beaucoup. De toute façon, j'ai l'impression que tu n'as pas le choix d'avoir du papier sablé quand tu as un attaquant qui porte le numéro 6, mais ça, c'est pour une autre discussion. Et Caleb Desnoyers, 62 en 39. Et là, tu sais, on est au moment de la saison, Raph, où les fameuses listes de mi-saison commencent à sortir et tout ça. Et on dirait, si on était à la bourse, je dirais que, si tu me passes l'expression, l'anglicisme, le stock, la valeur de Caleb Desnoyers a l'air d'être en hausse. On dirait que c'est un gars dont on parle de plus en plus. C'est un gars qu'on voit comme un joueur de centre, quand même il est tout jeune, là, il a le temps en masse de mettre de la charpente sur son corps, là, mais c'est un grand bonhomme. On parle de lui comme un gars qui est capable de jouer des deux côtés de la patinoire. J'ai eu la chance de l'interviewer à une reprise. C'est un gars qui a une méchante bonne tête sur les épaules. Et là, on parlait d'étiquette. On commence à parler peut-être du meilleur espoir québécois depuis Alexis Lafrenière. C'est pas rien, mais je pense qu'il est capable de porter ça. Et ce que j'aime, c'est qu'il fait ça au sein d'une équipe, les Wildcats de Moncton, qui ont des aspirations cette année. Et ça, c'est le fun pour lui. Il joue du hockey important, puis je suis sûr que ça va l'aider dans cette année de repêchage. Tu sais, Max, tu le sais, là, le hockey junior, c'est souvent cyclique. Puis quand une équipe aspire au championnat, c'est très rare que cette équipe-là est menée par un gars de 17 ans. Puis c'est le cas avec les Wildcats de Moncton présentement, parce que Caleb Desnoyers, 62 points en seulement 39 matchs. On sait qu'il a raté quelques rencontres parce qu'il est allé au défi des espoirs de la Ligue canadienne contre les États-Unis. Mais il domine. Tu dis à quel point il est complet. Il domine la Ligue à plus 39. Et en plus, c'est l'un des meilleurs centres de la Ligue avec une efficacité très, très bonne au cercle des mises en jeu. Donc, c'est vraiment un gars qui est autant offensif que défensif. Puis, tu sais, on regarde un petit peu notre QV 2025 à la JMQ, ça va nous faire du bien parce qu'il faut pas se mettre la tête dans le sable. Tu sais, 2023, on n'a pas eu de choix de premier tour. 2024, on n'a pas eu de choix de premier tour. Et là, avec Desnoyers, avec Carbonneau, avec Zonon, probablement qu'on va avoir 3 choix de premier tour en 2025. Donc, on est très content de ça. Puis c'est des gars, tu l'as dit, tu sais, Caleb Desnoyers, présentement, il est 7e selon la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Il pourrait sortir top 10. Il y en a même qui parlent de proche top 5 pour Caleb Desnoyers. Là, Justin Carbonneau, sa flèche également est en hausse. Il est déjà rendu à 31 buts. Il fait partie des meilleurs buteurs et des meilleurs pointeurs de notre ligue. Mais Carbonneau, présentement, est 13e selon la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Et Zonon est rendu 29e. Donc,
Ce serait vraiment une très bonne nouvelle pour eux et pour la Ligue d'avoir 3 choix de premier tour en 2025. Ah ouais, je suis d'accord. Puis tu sais, pour conclure sur Caleb, 6 pieds 2, tu l'as dit déjà, bon dans le cercle des mises en jeu. Tu as parlé de top 10. Il a le profil d'un joueur, je trouve que, tu sais, il y a quelques années, il y a eu Moritz Seider, qui c'est un défenseur. Il y a eu la même année KK et Barrett Hayton. Tu sais, des fois, des équipes ils vont chercher des joueurs de centre que tu te dis, oh, on l'avait un peu plus bas, mais ils ont besoin de leurs joueurs de centre. C'est une équipe qui se retrouve là. Je serais pas surpris qu'une équipe l'ait numéro 5 sur sa liste puis qu'il fasse, non, nous, on va le chercher tout de suite parce que c'était notre homme, même si on avait repêché 3 rangs plus loin ou 3 rangs plus tôt, peu importe. Tu sais, là, le premier espoir présentement, selon la centrale, c'est Matthew Schaefer. Je l'ai vu au défi des espoirs, un excellent défenseur. Mais tu sais, après ça, quand tu regardes les autres espoirs en attaque, tu sais, Porter Martone, James Haggins, t'as Michael Misa, des centres complets sur 200 pieds. Ben, du lot, c'est peut-être Caleb Desnoyers qui est le plus complet. Puis moi, j'admire ça de voir des gars comme Desnoyers, Carbonneau et Zonon, puis il y en a d'autres dans notre ligue, là, performer de façon aussi élevée à leur année de repêchage. Parce qu'on a tendance à oublier que ces petits gars-là, moi je les appelle ces gars-là, là, ces petits gars-là, ils ont 17 ans, puis ils se font dire depuis plusieurs années, « Hey, tu vas être repêché dans la Ligue nationale. » Mais quand ils arrivent à leur année de draft, comme on dit, il y en a qui jouent de façon un peu moins confiante, il y en a qui sont un petit peu plus distraits, il y en a qui sont moins confiants. C'est normal, c'est humain. Ces petits gars-là, ils ont 17 ans. Mais là, de voir des Desnoyers, des Carbonneau, des Zonon, Zachary Morin avec Saint John, Matteo Nobert également avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Tu sais, il y en a d'autres, mais j'ai ces 5 noms-là en tête. Performer de la sorte à leur année de repêchage, faire fi de la pression pour être capable d'être au sommet de leur art. Moi, je leur dis chapeau. Ça prend une grande force mentale. On va te parler de joueurs. Je veux qu'on parle d'équipes. Les équipes de l'heure dans la LHJMQ et... Quand on regarde les fameuses séquences des 10 derniers matchs, si vous regardez qui a le plus de victoires, ben c'est les non, c'est pas les c'est le non, c'est pas les faut descendre aux Highlanders de Charlottetown qui avec 8 victoires à leurs 10 derniers matchs. Écoutez, c'est pas des farces quand je dis faut descendre, là, on est sur le bord de revenir à 500 parce que oui, on partait de largement sous 500. Qu'est-ce qui se passe à l'île du Prince-Édouard avec les Highlanders, Raph? C'est une équipe qui a une ADN forte, une ADN de travaillant. Jim Holton fait assurément partie des meilleurs entraîneurs-chefs de notre ligue. Puis année après année, il fait des Highlanders une équipe qui travaille. Tu sais, je regardais un petit peu les Highlanders de cette saison, là. Leur meilleur marqueur a 40 points. Après ça, on chute avec un défenseur qui en a 22. Donc, on travaille en comité. Il n'y a pas de super vedette. On a un bon duo de gardien de but en Nicolas Ruccia, le vétéran, également Donald Hickey. Donc, tout le monde travaille présentement chez les Highlanders de Charlottetown et on est 7e dans l'Est. Ça va être difficile de rejoindre Bathurst au 6e rang. Mais si on est capable de finir 7e et de rester devant Québec, Saint John, Halifax, ben, tu sais, au moins, on se place un petit peu mieux pour les séries. Donc, chapeau à Jim Holton, chapeau aux Highlanders de Charlottetown. Tu sais, t'en parlais tantôt. Oui, c'est pas l'équipe de l'heure, parce que l'équipe de l'heure, c'est les Highlanders de Charlottetown avec 8 victoires en 10 matchs. Mais tu sais, les Wildcats de Moncton, ça se poursuit. L'Océanique de Rimouski, qui a complété beaucoup de transactions avant la date limite des échanges. Mais la chimie semble opérer quand même du côté de l'Océanique, qui a une fiche de 7-1-1 à ses 10 derniers matchs. L'Armada de Blainville-Boisbriand, ça va très bien également. Les Eagles du Cap-Breton, tu sais, moi, Max, tu sais, on a travaillé ensemble. Le côté humain est super important pour moi. Puis, du côté des Eagles du Cap-Breton, on a un peu tendance à oublier que il y a 3 petits gars, il y a 3 joueurs là-bas qui ont eu un grave accident de voiture au début de la saison. Puis quand tu as un incident comme ça qui arrive, ça fait 2 choses. Soit que ça devient une distraction, ou soit que ça devient une source de ralliement pour l'équipe. Puis je l'ai vu, la voiture, là, honnêtement, c'est un miracle que ces 3 gars-là aient survécu et aient pas eu de conséquences encore plus graves. Mais je crois que ça a été une distraction pour les Eagles du Cap-Breton en début de saison. Et là, c'est une équipe qui va très, très bien. 7-1-1 à ses 10 derniers matchs. Les Eagles vont tenter de finir dans le top 4 de l'Est. On a présentement 52 points. On est à 5 points de Chicoutimi et de la 3e position. Et honnêtement, les Eagles vont être une équipe dangereuse à affronter en série. Ouais, et Louis Robitaille est un des bons coachs, à mon avis, dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Ouais.
Puis t'as parlé là, de ce qui est arrivé à l'équipe. C'est un bon pilote à avoir dans des situations comme ça. Louis, il est très, très humain. Il est bon avec les kids. Pour moi, c'est un des coachs fleurons, si je peux m'exprimer ici, là, de la LHJMQ. Puis content qu'on ait du succès du côté des Eagles du Cap-Breton. T'as parlé de l'Océanique, évidemment. On accueille la Coupe Memorial cette année. On accueille la Coupe Memorial du côté de l'Océanique de Rimouski. Fait qu'on a mis le paquet. J'ai hâte de voir ça. C'est une très, très belle ville, Rimouski. C'est un bel endroit pour accueillir la Coupe Memorial. Et en ce moment... Je suis allé d'ailleurs, Max, on est allé là, un petit groupe de la LHJMQ, un groupe de la Ligue canadienne également, du 13 au 16 janvier. On est allé préparer un petit peu la Coupe Memorial. Tu sais, les gens là-bas travaillent fort, le comité organisateur travaille fort, de concert avec l'Océanique, de concert avec la Ligue canadienne. Puis, tu sais, on était à l'hôtel, il y a l'eau devant. Ça va être vraiment un bel événement. Tu sais, il y a beaucoup de bons restaurants également à Rimouski. Tu sais, j'inviterais bien les gens à acheter des billets, mais c'est tout vendu. Donc, essayez de trouver des gens qui ont des billets pour pouvoir y aller. C'est pas trop loin non plus, ça se fait bien. Mais ça va être un bel événement. Et parmi tout ça, une des équipes de tête pour qui c'est plus difficile, les Voltigeurs. Seulement 5 victoires à leurs 10 derniers matchs. Peut-être un petit creux de vague de milieu d'hiver pour les Voltigeurs de Drummondville. Faut rappeler que c'est un petit peu une surprise. Je disais un petit peu une surprise parce que on devait... Tu sais, c'était l'an dernier. Les Voltigeurs, on est allé à la Coupe Memorial l'an dernier. On est champion l'an dernier. Et le fait qu'on ait été si bon en début de saison... Je pense que ça a peut-être changé les plans de la gang à Drummond. Fait que là, un petit creux, mais on a des bons vétérans du côté de Drummondville. Moi, je pense vraiment que c'est un petit creux et qu'on va être capable de rebondir comme du monde à l'approche des séries. Ben, je suis pas inquiet. T'sais, on parle depuis tantôt de certains entraîneurs-chefs qui se signalent dans notre ligue. T'sais, Sylvain Favreau a cogné à la porte des professionnels l'été dernier. Ça a été rendu public comme quoi qui a fait partie des candidats pour le Rocket de Laval avant de revenir finalement à Drummondville. Puis tu fais bien de le mentionner parce que on voyait les Voltigeurs de Drummondville peut-être chuter 5e, 6e, 7e, tu sais, peu importe, être un petit peu plus en milieu de peloton ou dans le premier tiers du moins, peut-être pas aussi haut, mais là, on est au sommet de l'Ouest, on a encore 9 points d'avance sur les Huskies de Rouyn-Noranda, mais attention, les Huskies ont quand même 3 matchs en main, donc si les Huskies remportent leurs 3 rencontres, on est à 3 points des Voltigeurs de Drummondville, donc oui, les Voltigeurs sont une belle surprise, mais les Huskies de Rouyn-Noranda, qui ont atteint la demi-finale l'an dernier, sont une autre belle surprise. Donc, chapeau à Steve Hartley, chapeau à Sylvain Favreau. Puis ça va être vraiment spectaculaire à surveiller la course aux séries, autant dans l'Ouest que dans l'Est. Parce que tu regardes dans l'Ouest, Rouyn-Noranda, Sherbrooke, Shawi et Blainville-Boisbriand, pour le 2e rang, on est séparés par 4 points. Puis du côté de l'Est, Chicoutimi est 3e avec 57 et Bathurst est 6e avec 50. Donc, on a 7 points d'écart entre 4 formations. Puis, on le rappelle, c'est important quand même de terminer dans le top 4 pour avoir l'avantage de la glace au premier tour. Et ça, c'est bon pour la Ligue. Je trouve que les premières rondes éliminatoires depuis quelques années, je trouve qu'ils sont plus relevés que ça a déjà été par le passé. Là, moi, je me souviens... j'ai envie de dire 2009. Je suis pas mal sûr que c'est en 2009. Faudrait que je revérifie pour être sûr et certain. Là, mais c'est l'année où les Voltigeurs de Drummondville ont gagné la Coupe avec Yannick Riendo, Massé et compagnie. Dimitri Koulikov était là en défense. Sean Couturier, bon, je ne vais pas nommer le club au grand complet, là, mais bref, 2009. Je me souviens d'être allé voir un match là, de première ou deuxième ronde à l'époque que c'était le Junior de Montréal, puis écoute, une victoire de 7-0, c'était le fun parce que le centre Marcel Dion était plein à craquer, mais soyons honnêtes, là, c'était comme on dit au golf, ce n'était que formalité. Alors voilà, c'est le fun là, maintenant depuis quelques années, des bonnes premières et deuxième rondes. Puis on a des surprises souvent, pas plus tard que en 2022, les Sea Dogs de Saint John avaient été surpris en série, puis c'est les Sea Dogs qui accueillaient la Coupe Memorial. À chaque année, on a des surprises dans notre ligue, puis quand tu regardes le classement présentement, serait exclu des séries présentement, ce serait Gatineau et Victoriaville. Puis Gatineau, ça fait une 40aine d'années qu'on n'a pas raté les séries. Donc, je suis persuadé que les Olympiques vont tenter de finir la saison en force pour retourner en série et faire partie du top 16. Et du côté des Tigres de Victoriaville, ça a été une saison difficile. On s'attendait à une saison difficile. On a congédié Karl Mallette. Et puis là, pour le reste de la saison, ça va être de retrouver un petit peu le sentier de la victoire et d'essayer, eux aussi, de grimper dans le top 16. On parlait de Louis Robitaille, 300e victoire de sa carrière en LHJMQ, donc un beau plateau pour Louis Robitaille, mais Jean-François Grégoire aussi avec comme 150e victoire. On vient de mentionner des bons entraîneurs, Jean-François Grégoire aussi, ça, c'en est un bon, mais quand même, pour Louis Robitaille, là, qui est parti de Gatineau puis au Cap-Breton là, depuis 2 saisons, c'est un beau plateau à atteindre.
Ouais, tu sais, elle a fait ses classes avec les Voltigeurs de Drummondville. Après ça, avec les Tigres de Victoriaville. Ça a bien été à Gatineau. C'est rendu en demi-finale. C'est rendu également en demi-finale l'an dernier avec les Eagles du Cabreton. Donc, pour Louis Robitaille, 300 victoires, c'est un beau plateau. Là, la prochaine étape pour lui, il serait le premier à le dire, c'est qu'il veut aller en finale de la LHJMQ et il veut également remporter le trophée Gilles Courteau. Et du côté de Jean-François Grégoire, moi, je trouve que c'est vraiment un bel exemple de persévérance, Jean-François Grégoire, parce que ça lui a pris du temps quand même avant de pleinement s'implanter comme entraîneur-chef dans notre ligue. A pas hésité à vouloir s'éloigner, est allé du côté de Bécomo, a déménagé là-bas avec sa femme qui travaille comme enseignante ou orthopédagogue, là, mais elle est dans le domaine de l'enseignement, est fortement impliquée avec les jeunes du côté de Bécomo. Et pour Jean-François Grégoire, tu sais, il s'est exilé, il est allé loin. Tu connais ce coin de pays-là, évidemment. C'est vraiment pas Max, si loin que ça, Raph Bécomo. Tu parles d'un gars né à Sept-Îles. Come on, là. Ben, c'est ça, exactement. Je sais que tu connais bien le coin de pays, mais tu sais, Jean-François Grégoire est rendu vraiment un visage important dans la communauté. Il adore la ville de Bécomo. J'ai eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec lui l'an dernier lors de la finale. Donc, moi, je trouve que c'est des beaux exemples comme ça. Louis Robitaille qui s'en va au Cap-Breton, puis qui s'implante pleinement dans la communauté. Même chose pour Jean-François Grégoire. Donc, 150e victoire pour Jean-François Grégoire. Et lui, ben, présentement, son équipe se bat justement là, pour le 3e rang dans l'Est. En rafale, Raph, quelques petites nouvelles importantes pour les amateurs de hockey junior. Changement de date pour le match des espoirs de la LHJMQ d'abord. Oui, exactement. Ça va avoir lieu du côté de Sherbrooke et ça va être le 21 octobre. Au départ, on voulait le faire le 13 septembre, mais on a vite réalisé que ça coïncidait avec les camps d'entraînement dans la Ligue nationale. Donc, on a regardé nos options. On va déplacer ça un mardi à Sherbrooke. On a parlé à quelques recruteurs pour voir est-ce que c'est une date qui vous va, qui vous convient. Et puis, les recruteurs auxquels on a parlé là, dans la Ligue nationale nous ont dit parfait. Donc, nos 40 meilleurs espoirs en vue du repêchage 2026 de la Ligue nationale vont être à Sherbrooke le 21 octobre et on va tenter de justement changer un petit peu la ville de destination année après année. Mais Max, les gens à l'écoute vont être surpris, mais c'est une première dans l'histoire. C'est la première fois. C'est un nouveau concept. Un nouveau concept, donc les 40 meilleurs espoirs réunis. La centrale de recrutement de la Ligue nationale va être présente. Les recruteurs de la Ligue nationale également vont être présents. Puis on veut montrer nos espoirs en vue du repêchage 2026. Ouais, puis en début de saison, comme ça, c'est une belle façon pour les gens qui vont voir ces joueurs-là. Après ça, de les suivre dans la saison. Des fois, c'est le genre d'événement. Moi, je le sais que quand j'étais tout jeune, le championnat du monde de hockey junior faisait un petit peu ça. Comme je voyais. Surtout les jeunes à notre époque, quand Raphaël et moi, on pouvait pas voir comme ça sur YouTube, entre autres, dont on va parler dans un instant, de qui on voulait, quand on voulait. Fait que t'arrivais au championnat du monde de hockey junior, puis là, tu découvrais des joueurs, c'était le fun. Mais pour certains, ça peut faire cet effet-là, ce genre de rencontre-là. Tu découvres un joueur que tu aimes bien dans un match, tu te mets à le suivre. On est rendu vieux, Max. Moi, je vais avoir 39, toi 33, c'est ça? L'âge du Christ, Raphaël. Je suis à mon apogée. Une belle initiative, ça, je trouve, de la LHJMQ. C'est maintenant la nouveauté, le duel du jeudi soir. Puis tu le sais, Raph, je veux dire, maintenant, YouTube, c'est rendu mon travail, littéralement. Tu sais que je suis là-dessus. J'en consomme beaucoup et je suis vieux. Fait qu'imaginez les jeunes, comment ils consomment de ça. Quelle belle initiative. Le duel du jeudi soir, donc disponible. Un match par semaine disponible directement et gratuitement sur votre page YouTube ainsi que le CHTV. Ça, c'est une splendide façon de suivre au moins un match pour les amateurs par semaine de la LHJMQ. Exactement, parce que présentement, les partisans de la LHJMQ qui souhaitent voir nos meilleurs joueurs, nos équipes, ont deux options. Se rendre à l'Arena ou encore payer pour un abonnement via la Ligue canadienne et regarder ça sur LCH TV. Mais maintenant, le jeudi soir, ça va être en alternance. La plupart de nos équipes vont être représentées dans le duel du jeudi soir. Et puis, ça a commencé là, hier entre Halifax et Bécomo. Donc, regardez ça. Ça va être sur YouTube le jeudi soir ou encore sur LCH TV et c'est gratuit. Donc, c'est vraiment... En plus, on est vraiment dans le dernier droit de la saison, Max. Donc, c'est vraiment une super belle occasion pour nos partisans de regarder les étoiles de demain, mais de regarder également la course aux séries parce qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment serré.
Raph, merci beaucoup de t'être joint au balado pour ce premier épisode d'Aux quatre coins. On va se parler comme ça à plusieurs reprises d'ici la fin de la saison de la LHJMQ. Tu ne seras pas le seul à venir au micro de ce balado pour partager les différentes informations de la Ligue. Un gros merci. On suit bien sûr les équipes dans les prochaines semaines, puis on s'en parle bientôt. Merci Max, puis je tiens à le dire publiquement, merci d'avoir accepté l'offre d'animer aux quatre coins. Bien content de te retrouver. Je l'ai dit tantôt, mais je l'aurais dit. On va avoir du fun. Yes, c'est un super plaisir. Hey, de Raph, on s'en va parler. Je vais peut-être pas oser lui dire en pleine face, mais pour moi, une légende de la LHJMQ. Dans les 2 secondes et demie de cet interstice, j'y ai pensé, puis oui, je vais le présenter, comme j'ai dit, la légende des Tigres de Victoriaville, Alexandre Daigle, qui se joint à nous. Alexandre, tu me fais l'honneur d'être le premier invité officiel de l'histoire de ce podcast. Oui. C'est super apprécié. Merci beaucoup. C'est vraiment hot. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. C'est vraiment gentil. Good. Alex, il y a tellement de choses que j'ai envie de parler avec toi, mais d'abord, tu as été intronisé au temps de la renommée de la LHJMQ l'an passé. Je suis curieux de savoir pour toi, qu'est-ce que ça a représenté, cet honneur-là? Tu as quand même eu 2 années et demie, là, parce qu'il y avait eu, tu avais été repêché, puis il y avait eu le lockout qui était revenu un peu après ça, mais 2 années pleines avec les Tigres où tu as fait la pluie et le beau temps. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi des années plus tard, là, cet honneur-là, puis de pouvoir repasser un peu en mémoire ton passage dans Q? Ouais, ben, c'est plutôt ça, tu sais, tu te remémores beaucoup, tu sais, des beaux moments, les moments que tu sais, je vais avoir 50 ans, là, ça fait 32 ans, tu sais, tu oublies beaucoup de choses, puis là, on dirait que ça revient tout. Mon père aussi est décédé l'année d'avant. Il m'en parlait plus, lui, il m'en parlait tout le temps, parce que toutes les fois, j'ai beaucoup de copains qui ont été dans Hall of Fame, puis là, il me disait, hey, calique, là, c'est peut-être ton tour cette année. Là, je dis, écoute, je sais pas si mon nom est dans le boulier, là. Mais, écoute, tu te remémores, premièrement, déménager. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais c'est pas niaiseux. T'as 16 ans, tu pars chez vous, là. Pas grand monde que... J'ai des enfants de 16 ans, là, je les vois pas moi s'en aller, mais tu sais, c'était peut-être un autre temps. Puis aussi, quand t'es dans le hockey, tu vieillis très, très vite, là, tu sais, t'as le concept assez, tu sais, d'être en équipe, d'avoir une cédule, comme un adulte très vite. Fait que ça, partir de chez moi, là, ça m'a remémoré ça, ces beaux moments-là. Puis après ça, fait le tour de la Ligue, là. Ça, c'est une chose aussi. J'avais jamais été à Chicoutimi dans ma vie. J'avais jamais été à Gatineau. C'est bien des places que j'ai dit, calique, OK. Là, ça a changé, parce que c'est les Maritimes, c'est encore, ça, c'est un autre truc, là. Donc, mais c'était vraiment un bel événement. Beaucoup de mes amis, tu sais, du temps, puis aussi de mes amis que je me suis fait au cours de ma vie, là, ils étaient là. Donc, ouais, c'est vraiment beaucoup d'émotions. Je pensais pas que j'allais être si émotif, mais j'étais émotif. Ah ouais. Tu sais, mes enfants, j'ai 3 enfants qui m'ont jamais vu jouer au hockey. Mm-hmm. Fait que j'ai fait un documentaire l'année précédente sur Amazon, donc ça... ils ont comme découvert un peu j'étais qui au niveau hockey, tout ça. Puis là, me voir sur le stage, j'étais vraiment content. Ils ont pu avoir la preuve que papa était pas pire pantoute pour la mettre dedans à l'époque. Ouais, là, mon kid, tu sais, quand je disais quelque chose, il m'écoutait pas. Là, il m'écoute encore pas, mais il m'en parle différemment. C'est bon. Je regardais les statistiques de tes 2 années complètes à Victo, puis tu sais, on parle beaucoup après ça quand tu es arrivé dans la Ligue nationale de hockey et tout ça, mais quand tu es arrivé à Victo comme premier choix, dès ta première année, tu as terminé avec une 40aine de points quand même que ton plus proche coéquipier. Et après ça, la 2e année, vous sembliez avoir peut-être une meilleure équipe là, sur la glace. Mais parle-moi de cette première année-là et le fait d'avoir été un joueur aussi attendu et que autant livrer la marchandise, là, comme recrue au-dessus de 100 points, une 40aine de buts marqués. C'était comment pour toi sur la glace cette première année-là, dans le temps à Victo? Je vais mettre des comparatifs avec la Ligue nationale parce que je l'ai fait aussi dans la Ligue nationale. Les grosses différences, c'est que quand tu arrives dans le junior, tu n'as pas de journaliste alentour de toi. Fait que tu connais pas, quand moi je jouais, là, tu connaissais pas l'impact que tu avais. Donc, tu sais, c'était vraiment... comme jouer dans le midget ou dans la bantam, c'était un petit peu la même chose. T'allais dans une nouvelle arena, puis tout ça, puis c'était beaucoup il y avait Marc Lachapelle dans le temps qui écrivait pour le Journal de Montréal. C'était pas mal le seul médium, là, c'était une fois par semaine peut-être, qui parlait de nous, en tout cas. Mais après ça, je pense que c'était le Nouvelliste, t'avais une couple de journaux, mais c'était toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Il y avait pas, je le vivais pas comme je le vivais dans la Ligue nationale, comme, tu sais, t'arrives dans la Ligue nationale, là, t'as les journalistes français, anglais, tout ça, puis
c'était tous les jours, tu as les pratiques comme aux Canadiens, c'est la même chose à Ottawa. Donc, le vivre dans le junior, c'était vraiment comme une autre saison, mais j'arrivais à toutes les années que tu changes, de Pee-wee à Bantam, tu as des gros challenges qui est la mise en échec. Bon, mais ça, c'est majeur. Quand tu arrives de Bantam à Midget, ben là, c'est des formations qui vont, moi, c'était le Laval-Laurentide de la Nodière, donc c'est un gros rassemblement, là, tu veux faire l'équipe. Pas évident. Puis après ça, ben, dans le junior, là, ça devient plus vrai, là, parce que là, pas plus vrai d'un sens que c'est encore du hockey, mais là, t'as un repêchage. Là, ça, c'est une autre affaire, là. Après ça, tu t'en vas dans une ville que t'as aucune idée. Tu sais, Victoriaville, j'avais jamais été là. Tu vas là, puis... Mais quand tu commences le camp d'entraînement, c'est la même affaire, là. Tu sais, t'as quand même une nouvelle ligue, oui, mais t'as quand même des gens qui sont ton âge un petit peu plus vieux, là. Tu sais, quand t'arrives... Moi, je suis arrivé midget, j'avais 15, donc il y avait des gens de 16 et 17 dans ce temps-là. Donc, il y avait un gap de 3 ans. Quand je suis dans le junior, t'avais jusqu'à 20 ans. Là, ça change beaucoup parce que les gars sont plus gros, plus forts, tout ça. Puis la Ligue nationale, ben, tous les meilleurs, ils s'en vont pas. Tu sais, ils restent là pendant c'est ça la grosse différence. Les moins bons s'en vont. Puis là, fait que ça a été mes parallèles pour les juniors nationales. Mais après ça, livrer la marchandise, je pense que quand t'es pas dans un esprit, en tout cas, moi, j'étais pas dans l'esprit que j'avais de la pression quand j'étais junior, là, je sentais zéro, là. C'est intéressant ce que tu dis, puis sur les médias, puis la présence médiatique également, parce que juste avant, je parlais avec Raphaël Doucet, puis on parlait, tu sais, cette année, tu as quand même 3 jeunes joueurs en LHJMQ, que c'est leur année de repêchage, qui devraient être repêchés au prochain repêchage et qui font partie des meilleurs marqueurs de LHJMQ en ce moment. Tu as entre autres Caleb Desnoyers, qu'on pense peut-être qu'il va être repêché top 10, qui ne cesse de monter dans son stock. Puis tu sais, de nos jours, tu as les listes. Tout le monde a l'air d'avoir une liste, les listes de début de saison, de milieu de saison, tu es scruté 12 fois par année. Okay, ouais. Puis c'est drôle parce qu'on dirait que dans mon imaginaire, tu es un premier choix au total. Tu es un joueur qu'on voyait venir. Tu avais beaucoup de talent. Tu avais des statistiques. Puis je me demandais justement si tu sentais cette pression-là quand tu étais junior. Puis peut-être le parallèle avec les joueurs d'aujourd'hui. Mais tu sembles dire qu'à l'époque, c'était pas autant. Tu ressentais pas ça autant. Est-ce que ça l'est devenu un petit peu ton année de repêchage? Ou? Ben, je pense que la grosse différence, là, quand je suis arrivé, je pense que vraiment les premiers Russes de mon âge qui sont arrivés, c'était Sergei Fedorov. Je pense que c'était en 91. Parce qu'avant, c'était Mogilny, puis c'était Sasniket. Puis après ça, tu avais les icônes russes qui sont arrivés dans leur trentaine. Donc, c'était vraiment ça. Après ça, tu avais parsemé de ci et là. Tu as eu Matt Sundin, mais t'en avais pas 14, là, tu sais, t'avais Lidstrom, mais... Donc, nous autres, c'était vraiment Focus Canada, là. Tu sais, le draft, si tu regardes ça, tu regarderas peut-être les 30 premiers, là, il n'y a pas bien les Canadiens. Fait que c'est pas les mêmes enjeux, puis une fois que tu as été au championnat du monde, tu sais contre qui, tu sais à peu près où est-ce que tu vas te situer, tu sais, c'est clair, là. Donc, les enjeux sont très différents, puis quand tu étais dans les 15 premiers avant, c'était comme pas mal sûr que tu faisais la Ligue nationale, là. Maintenant, c'est plus ça, là. C'est quand même une grosse bagarre parce que ça vient de partout, c'est une chose. Mais, tu sais, les collèges américains ont changé la donne aussi parce que les gars sont draftés. Tu sais, moi, t'es drafté à 18, 19, tu t'en vas là, puis là, tu sais que tout le monde est là. Mais c'est plus le même, là. À cette heure, tu t'es drafté. Là, t'as un gars qui s'est fait drafter il y a 4 ans, qui a 22 ans, qui est en top shape, puis là, il est prêt. Il y a beaucoup plus de compétition présentement. Je suis curieux, Alexandre, t'es de retour un peu pour plusieurs dans l'œil du public maintenant. Depuis quoi, 1 an ou 2, t'es rendu analyste à la télévision, à TVA Sport. On t'entend beaucoup. D'ailleurs, plusieurs te découvrent cette facette-là de ta personnalité. Donc, publiquement, entre guillemets, je peux m'exprimer ici, c'est un peu un retour au hockey pour toi. D'abord, qu'est-ce qui t'a amené à ce retour public-là? Puis, est-ce que quand même, dans les 10, 15 années avant ça, tu étais allé jouer en Europe après ton passage avec le Wild, entre autres, mais est-ce que c'était toujours demeuré ou c'est vraiment un peu, t'avais pris une petite pause, puis là, c'est un retour dans l'univers du hockey pour toi? Non, j'ai toujours continué à jouer au hockey. Puis après ça, je coach avec mon jeune, mais je te dirais que c'est mon documentaire qui a fait une grosse différence parce que
moi, j'avais toujours l'impression que j'avais pas eu une belle carrière, que, tu sais, que je me sentais pas très bien avec ma carrière. Puis quand j'ai vu le documentaire, je me suis dit, wow, c'est quand même hot, là. J'ai quasiment joué 700 games dans la ligue. J'ai joué 15 ans de hockey, si tu veux, professionnel. 16 ans, 2 lockouts. Hey, c'est quand même quasiment 18-19 ans là, de hockey professionnel. Puis là, je suis comme, c'est quand même cool. Là. Puis là, je voyais mes enfants écouter ça, puis leurs amis. Puis quand j'écoutais avec mes enfants, je voyais que, tu sais, il y a beaucoup d'admiration. Puis là, je me suis dit, OK, là, les gens que je m'adresse présentement, oui, il y a des gens qui ont 45 ans et plus, qui m'ont peut-être déjà vu jouer, qui connaissent mon histoire, tout ça, mais le reste, là, ils n'ont aucune idée. Là. Fait que je me suis dit, Gann, je suis bien mieux d'aller out there. J'aime ça le hockey. Je suis un gars quand même très, très de bonne humeur. Là. Fait que je me suis dit, Gann, je vais essayer ça. Puis, ben, TVA m'a laissé, LP Neveu m'a appelé, puis dit, hey, ça t'intéresserait-tu? Puis, tout a tombé un bon timing pour moi, puis j'aime vraiment ça en plus. Fait que, Gann, ça a été ça. Ça a été vraiment de me sentir très bien avec ma carrière. Puis après ça, je me suis dit, Gann, that's it, là. Je trouve ça intéressant ce que tu dis là par rapport à ta carrière parce que, surtout de nos jours, tu sais, avec les médias sportifs en continu, puis maintenant c'est rendu en ligne, ce qu'on fait présentement c'est en ligne, puis on est toujours en train d'évaluer puis de surévaluer les joueurs, peu importe les sports, tu sais. Puis moi je le sais, j'écoute aussi beaucoup de foot, beaucoup de basket, tu sais, puis c'est souvent des choses comme ça. On va parler de ce gars-là, c'est un plus grand flop et tout ça. Et toi tu dis que d'avoir pu mettre ça dans un documentaire, de réécouter ça t'a réconcilié avec ça. Je trouve ça vraiment le fun à entendre. Puis tu parles de ta bonne humeur. Ça se sent. Moi, en tant qu'auditeur, je vous écoute à TVA Sport, puis je trouve ça rafraîchissant parce que tu as l'air d'avoir du fun beaucoup à parler de hockey présentement, je trouve. Ah, ben oui. Puis, tu sais, comme tu dis, là, il y a beaucoup de suranalyse, là, puis c'est correct parce que les gens m'en mangent du hockey, mais, tu sais, la réalité, là, c'est qu'un jeune joueur va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans à se développer. C'est parce que nous, on veut avoir un concept d'équipe qui gagne demain matin avec un concept de reconstruction. Puis, ça marche pas ensemble. Là. Il faut que tu fasses jouer tes jeunes, puis qu'ils en fassent des erreurs. Puis là, tu vas-tu là? Tu sais, c'est ça qui est très, très difficile, je trouve. Là. Mais moi, personnellement, quand j'arrive là, je suis de bonne humeur. J'aime ça écouter du hockey là, comme toi. Là. Crème, il y a beaucoup de bons joueurs, il y a beaucoup de bons matchs. OK. C'est sûr que tous les matchs que je fais, c'est pas tous des bons matchs ou ça dépend pour qui tu prends, là, mais il y a toujours une équipe qui joue mieux que l'autre. Ou c'est rare que tu as deux vraiment plates parce que pendant si TVA Sport essaie de choisir les meilleurs match-ups de la soirée, là, c'est sûr. Là. Fait que moi j'aime ça écouter le hockey. Fait que ça soit Calgary ou c'est sûr qu'on fait beaucoup d'Edmonton. Hey, j'aime ça. Meilleur joueur, en tout cas que moi j'ai vu jouer. C'est sûr que j'ai joué avec Mario, là, c'est quand même comparable avec David, mais c'est dur de dire que Grim, ce petit gars-là, pas le fun à regarder. Là. Fait que je trouve qu'on est vraiment critique des jeunes, parce qu'un jeune là, qui va vraiment dominer, là, il y en aura beaucoup. Là. Tu sais, le dernier, je regardais Crosby avait dominé, fait une centaine de points sa première saison. Après ça, tu sais, McDavid, McCarr. Je te dirais que McCarr, c'est à sa position. McKinnon ne dominait pas, là. Tu sais, il était dans le 55-60 points. Bédard, loin de dominer, là. Loin d'être un joueur vraiment établi, là, si tu veux. Tu sais, c'est un joueur, je te dirais, présentement plus power play specialist, là. Tu sais, il n'y a pas encore la game. Tu sais, il a quand même juste 18 ans, il paye 160 livres, là. Puis il joue au centre. C'est ça, là. Fait que, anyway, je sais pas si je réponds à ta question, mais je suis bien content de pouvoir analyser d'une façon positive et de bonne humeur au lieu d'être toujours là en train de frapper sur le clou, là, que le gars est pas bon. Il y en a 20 par équipe, il y en a 40 sur la glace. Là. Je peux en choisir un qui a une bonne game. Là. Tu dis que tu coaches ou coaches-tu encore ou t'as coaché? Non, je coach encore mon petit gars dans le Pee-Wee. Je suis rendu dans le Pee-Wee, je monte les grades. Est-ce que, tu sais, dans le Pee-Wee, comme tu dis, tu suis ton enfant et tout ça, fait que des fois, c'est
En tout cas, j'allais dire à cet âge-là, c'est encore pour le fun. Ça dépend pour qui. On n'ira pas trop profondément là-dedans. Mais en théorie, c'est encore pour le fun à cet âge-là, malgré l'intercité et tout ça. Mais est-ce que déjà, auprès de ces jeunes-là, tu commences à te servir un peu de ton bagage de joueurs juniors, de joueurs professionnels auprès d'eux pour les préparer à ce qui peut venir après, ou tu es encore beaucoup dans le plaisir à cet âge-là? Moi, c'est beaucoup dans le plaisir, puis je pense qu'à 12 ans, le concept de carrière, puis de tout ce qui englobe un joueur de hockey, c'est pas mal loin dans leur univers, là. Sauf que moi, j'essaie surtout sur le plan de match, puis la façon que tu dois, tu sais, minimalement penser ton match, là. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais défenseur, ben le gap avec le joueur d'avant, c'est la clé parce que tu vas te faire burner plus souvent, tu sais, mais là, tu sais, j'explique le gap. Ben, j'ai expliqué ça cette année à des petits gars qui savaient pas, là. Tu sais, le monde, il pense que les petits gars, ils ont tout ça quand ils... non. Même en ligue de garage, des fois, je peux te dire, c'est compliqué. Fait que... c'est ça, exactement. Avec là, t'as le gap. Après ça, tu sais, ton allié, bon, ben, c'est quoi ta job? Faut que tu checkes un gars, c'est le défenseur. Mais les petits gars, ils ont pas ce concept-là, cet âge-là. OK, quand t'as la rondelle, puis le gars est à côté de toi dans la zone, qu'est-ce que tu fais? Faut juste que tu sortes de la zone. Après ça, tu fait que moi, j'essaie de mettre des concepts au niveau où est-ce qu'ils sont. Fait que ça, tu sais, ça va me prendre ça m'a pris 2-3 semaines cette année, savoir, OK, ces petits gars-là, ils sont dans le Pee-Wee 2B, c'est où qu'on peut les amener, tu sais, parce que la compréhension de hockey, le hockey IQ, c'est pas pour tout le monde, tu sais, il y a du 3 à cet âge-là, il y a du D1, après ça, après ça, t'as du 2A, tu sais, t'as plusieurs levels, là, avant. Bon, ben, tout le monde a son, tu sais, parce que tu penses que tu peux les amener le plus haut avec ce qu'ils ont à cet âge-là. Fait que c'est ça le plus dur, là, les 3-4 premières semaines, mais une fois que tu as défini ça, bon, ben, tu sais que, regarde, ça, tu veux travailler ça, puis des concepts de base d'équipe. Puis là, ben, c'est ça. Je suis curieux, Alex, si peut-être que ça a été fait dans les dernières années, je sais pas. Si un jeune joueur qui est un bon espoir t'approchait ou son entourage t'approchait pour un espèce de mentorat ou quoi que ce soit, juste un conseil comme un jeune joueur qui a un bel avenir, qui est vu comme un haut choix au repêchage, c'est quoi la première chose qui te viendra en tête que tu dirais à un jeune joueur là, de 17 ans qui va... Si ça avait été Alexis Lafrenière, mettons qu'on voyait venir comme un premier choix au total, comme tu as été, qu'est-ce que tu aurais dit à un jeune joueur dans son année de repêchage comme ça? Ça va être beaucoup plus dur d'atteindre les performances que tu penses que tu peux faire dans la ligue, là. Je pense que la patience, c'est dur à dire à un jeune parce que tu penses qu'à 18 ans, tu vas arriver dans la Ligue nationale, tu vas dominer. Comme on a parlé, dans les 30 dernières années, il y en a eu 2. Fait que, mais sans perspective, puis puis les équipes le savent aussi, ton développement, t'es pas prêt à jouer à la Ligue nationale à 18 ans. C'est vraiment pour être performant. Oui, tu peux jouer à la Ligue nationale, mais il y a aucune bonne équipe qui va te prendre si t'es pas le premier overall, right? Puis même être premier overall, oui, tu peux jouer, mais tu vas être entouré, c'est difficile, là. Donc, je te dirais de patience, là, puis je pense que présentement, ils sont très bien entourés aussi au niveau de nutrition, au niveau d'entraînement. Ça, tu sais, ça, c'est la base, mais là, ils l'ont. Avant, on n'avait pas ça, ou, tu sais, c'était parsemé les joueurs qui faisaient ça. Maintenant, c'est le bottom line. Donc, moi, ça serait plus là, l'aspect psychologique de tes attentes. Tu lower tes expectations. Quand tu arrives dans la ligue, je te parle pas dans le junior puis de lower. Non. Tu veux te rendre là, oui. Te drafter, oui. Faire l'équipe, oui. Mais même si tu te fais couper, là, tu regardes les petits gars à Washington, t'as McMichael puis t'as Protas. C'est 2 gars qui étaient à Hershey. McMichael a fait l'équipe il y a 2 ans. L'année passée, il s'est fait couper. Ouais. Puis il a dominé la ligue. Puis là, il a retourné dans la ligue. Puis là, il a une très, très bonne saison. Fait que, tu sais, ta carrière n'est pas faite de 18 à 21 ans. Puis ça, on oublie ces concepts-là quand nous autres, parce qu'on est baigne là-dedans, mais à travers la ligue, depuis que le US ont comme établi qu'à 22 ans, c'était comme le turn. Les gars sont des matures, puis ça, puis là, ils leur laissent des chances, mais ils laissent des chances à tout le monde. C'est comme 4 ans avant de te rendre dans la ligue, 4-5 ans même. Ouais, mais quand tu regardes
les autres ligues professionnelles repêchent plus tard aussi. Penses-tu que peut-être qu'à part un Sidney Crosby, un Connor McDavid, penses-tu que les jeunes joueurs de hockey gagneraient peut-être à être repêchés 1 an ou 2 plus tard et peut-être justement rester junior quelques années de plus en grande majorité? Je pense que oui. Parce que tu regardes, de toute façon, ça fait aucune différence. Tu regardes, il y a combien de gars vraiment de 18 ans cette année dans la ligue? Tu sais, 5? 4-5? Environ, oui. T'as Celebrini qui est là, t'as Mishkov qui a 19 ans, mais... Mishkov, 19 ans. Tu sais, t'as Bédard, 19 ans aussi, mais... Ouais, 19. Il n'y en a pas beaucoup, là. Fait que ça change zéro, rien, là. Vraiment, là. Pour tout le monde. Aucune différence. Et sait-on jamais, des fois, t'as un Kirill Kaprizov qui... Tu découvres quelques années plus tard en Russie ou un Pavel Datsyuk à l'époque. Ça, c'est une autre chose que quand tu commences dans le hockey, il y en a qui sont plus hauts tout de suite parce qu'ils ont plus de batailles puis ça. Puis là, après ça, t'arrives Pee-Wee, puis là, là, tout le monde call up. Après ça, t'arrives Bantam, puis là, il y a de la mise en échec. Fait que là, il y en a d'autres qui vont mieux performer. Après ça, t'arrives junior, ben là, le concept d'équipe hockey IQ plus important peut-être, ils vont mieux performer. Après ça, dans le pro, comment tu t'ajustes à être un pro? C'est pas pour tout le monde, là. Tu sais, c'est une vie en tant que, tu sais, il y a bien des affaires qui changent. Fait que la patience, tu sais, comme un Kaprizov, comme des gars qui arrivent out of nowhere, ils ont toujours joué au hockey, là. Tu sais, ils ont toujours été quand même très bons dans leur ligue, mais c'est le clic qui se fait à un moment donné. C'est pas toujours à même âge, là. Fait que, encore une fois, la patience, mon Max. Ah, c'est bon. J'aime ça. J'aime ça. C'est bon. Ça prendrait une petite ambiance de spa, là, quelque chose. J'aime beaucoup ça. Ouais. Hey, Alexandre Daigle, merci beaucoup d'avoir pris le temps cet après-midi. C'est super apprécié. Je suis content d'entendre que le documentaire que j'ai écouté, d'ailleurs, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Parce que moi, je suis au début des années 90. Je me souvenais de ton retour parce que tu avais arrêté au milieu de la vingtaine. Tu étais revenu dans la Ligue nationale de hockey. Puis je me souvenais de ça. Puis je me souvenais de la façon dont mon père me parlait de toi comme l'espoir. Puis à ce moment-là, c'était Vincent Lecavalier qui arrivait là, pour te mettre en contexte. Il me disait, lui, c'était Vincent Lecavalier avant Vincent Lecavalier, Alexandre Daigle. Puis d'avoir écouté ça m'a permis de... La première saison à Vincent, j'étais là pour sa première, d'ailleurs, avec Stéphane Richer. Oh! Ça, c'est pas pire. Les jeunes, allez googler Stéphane Richer. Vous allez voir un pas pire tir. Je suis super content d'entendre que ça t'a permis de un peu faire la paix avec ça. C'est super le fun à entendre. Un énorme merci d'avoir pris le temps cet après-midi. Puis au plaisir de se reparler un jour. Bonne chance avec ton podcast. Anytime. Ouais. Merci beaucoup. Alexandre Daigle, la légende des Tigres de Victoriaville. C'est ce qui conclut ce premier épisode d'Aux quatre coins, le balado officiel de la LHJMQ. Un énorme merci à Raphaël Doucet et Alexandre Daigle. Vous avez aimé l'entrevue avec Alexandre? Vous avez des idées d'invités qui seraient pertinents et intéressants pour ce balado? Ben, n'hésitez pas à m'en faire part, à nous en faire part en commentaire. S'il vous plaît, laissez une mention j'aime sur ce balado et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'émission. Suivez la page YouTube de la LHJMQ et sinon, eh bien, sachez que le balado est également, bien sûr, disponible en format audio sur Spotify et Apple Podcasts. On se reparle dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Aux quatre coins. Merci tout le monde. Au revoir.